Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. C'est la 4e édition de cette émission Maison Saine, justement pour vous donner les clés de compréhension sur les problématiques d'air intérieur et également d'humidité et de comment finalement vous pouvez décliner la qualité de vie dans le bâtiment, la santé des occupants et la performance bien sûr durable de l'immobilier. Aujourd'hui, une émission spéciale, totalement consacrée à un sujet encore trop souvent sous-estimé, c'est la prévention de l'humidité. On ne cessera de le répéter, et on va le répéter d'ailleurs tout au long de l'année prochaine. L'humidité n'est pas qu'un désagrément esthétique, c'est aussi un risque financier, juridique, sanitaire et même réputationnel. Bien évidemment, elle impacte les gestionnaires de biens, les responsables immobiliers, dans les cafés par exemple, les hôtels, les restaurants, le commerce, les entreprises et bien sûr les occupants. Pour comprendre ces enjeux, on s'est dit justement, et surtout pour savoir comment agir, avant qu'il soit trop tard, c'est justement de poser des questions aux professionnels avec des experts qui vont être réunis autour de cette table ronde. C'est un magazine en 2 parties, des panels de haut niveau, des experts qui vont vulgariser l'information et vous donner les clés de compréhension. Mais avant d'ouvrir les débats, il est de tradition d'ouvrir avec un édito, avec celui avec lequel nous avons coproduit ce programme. Justement, il est au quotidien sur le terrain pour parler d'humidité dans le bâtiment. Bonjour Gary Ordener. Bonjour Sylvain Duby. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général de Murprotec France. On va faire un édito, c'est tout de suite après ça. Alors, Gary, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de Maison Saine. Vous êtes directeur général de Murprotec France. En quelques mots, pourquoi encore l'humidité doit-elle être traitée comme un risque majeur du bâtiment ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'humidité, c'est un danger silencieux du bâtiment. Pourtant, il représente 30% des pathologies constatées dans le bâtiment. Et il en déclenche d'autres. L'humidité va provoquer des fissures, des dégradations d'isolation, va favoriser le développement des moisissures, des acariens. En fait, ça a des effets ricochets au-delà de l'humidité elle-même. Et c'est un cercle vicieux parce qu'une fois que l'humidité est installée, ça ne se guérit pas tout seul. Ça peut pas partir. Ça ne peut que s'aggraver. Or, dans la maison, il y a pas de possibilité. Ça ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Il faut s'en occuper. Et le pire, c'est que ça agit également sur la santé, bien sûr, des occupants. Ça va des allergies, des problèmes respiratoires, de la simple fatigue chronique à des problèmes respiratoires gravissimes. D'accord. Alors, vous avez raison, parce qu'on peut pas éluder la question en disant on met un sparadrap sur une jambe de bois. Il y a un vrai sujet. On a souvent justement l'image d'un problème qui est mineur. En fait, c'est pas important. Il y a une trace sur un mur. Mais quand on voit vos chiffres, justement, c'est vraiment autre chose. Quels sont les enseignements que vous tirez du terrain? Alors en fait, justement, on voit souvent que on pense justement qu'il n'y a qu'une trace sur un mur et que c'est bénin, que c'est pas grave. Et en fait, nous sur le terrain, on s'aperçoit que cette trace sur le mur, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'humidité, ça n'évolue jamais, d'accord, ça évolue que dans le mauvais sens. Ça commence effectivement par des petits signes, des taches, des tapisseries qui se décollent, et ça finit avec de l'infiltration, de l'inondation, bien sûr également, d'accord, des dégradations fortes des murs, d'accord, de la structure du bâtiment. Mais le vrai danger, Sylvain, c'est qu'en fait, on attend trop longtemps. Nous, on fait 30 000 diagnostics par an. Et sur ces 30 000 diagnostics, il y a 15% des cas où, en fait, quand on arrive, c'est trop tard. La pathologie est tellement avancée qu'on ne peut plus rien faire sur le bâtiment. Un chiffre qui est tellement important, qu'on le voit, nous, depuis 50 ans qu'on existe, les gens mettent en moyenne 7 ans. 7 ans à se dire, il faut que je m'en occupe. Et pendant toutes ces années, d'accord, cette maladie, elle reste, et elle s'aggrave plus ou moins rapidement. Et donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est agir le plus tôt possible. Et dans l'humidité, ce n'est jamais juste une trace. C'est des signaux d'alerte qu'il faut prendre en considération. Comme une maladie qui donne des symptômes qu'on peut pas. C'est important ce que vous dites parce que on le fait pour soi. Dès qu'on a quelques symptômes, on va chez le médecin. Dès qu'on voit ces symptômes, on vous appelle pour justement essayer de réparer quand on peut réparer. Mais justement, les gestionnaires de biens, vous savez, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété, ce qu'on appelle les CHR, vous savez, les cafés, hôtels, restaurants, les commerces, les entreprises. Est-ce que vous observez, vous, du terrain, une demande augmentée d'intervention ? Oui, il y a une forte demande, d'accord, qui augmente pour 2 raisons majeures. La première, également, il y a aussi une raison climatique, d'accord. Le dérèglement climatique, aujourd'hui, on a des conditions climatiques
qu'on n'observait pas il y a 10, 15, 20 ans. On a des pluies géostationnaires qui vont amener en quelques heures parfois l'équivalent de mois et de mois de pluie. D'accord, là, alors quand vous dites géostationnaire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a comme un orage, ça va tomber d'un seul coup. D'un seul coup, on le voit, il y a parfois en quelques heures, tombe l'équivalent de plusieurs mois de pluie. C'est fou, hein. Et dans le bâtiment, rien n'est prévu pour supporter ça. D'accord. On voit également des épisodes d'inondation, des sols qui n'absorbent plus, et tout ça met le bâtiment sous pression, parce qu'il n'est pas forcément prévu pour être dans ces conditions-là. Et la deuxième prise de conscience, justement, des professionnels, c'est autour de la qualité de l'air intérieur. On s'aperçoit effectivement que les professionnels se rendent compte que ce n'est pas juste un problème esthétique, que c'est un vrai problème de santé publique, que c'est un problème de conformité, de sécurité et même d'image. Aujourd'hui, vous allez dans un hôtel, d'accord, ça sent l'humidité, vous n'y retournez plus, quoi. Et vous le dites à tout le monde, va pas là-bas, alors on dit que ça pue. Mais c'est au-delà que ça sent mauvais. C'est dangereux, quoi. Oui, ça, c'est pas bon pour les affaires. Non. Et en même temps, ça peut avoir une atteinte sur les personnes. Vous parlez souvent, justement, merci pour la transition, de prévention. Pourquoi aujourd'hui, il y a une vraie urgence de détecter, de prévenir, finalement, c'est de la médecine chinoise, hein, quelque part, pour le bâtiment, de détecter avant de réparer. Oui, Sylvain, la prévention, c'est la clé. Dans l'humidité comme pour la santé, plus on agit tôt, plus c'est simple, plus c'est efficace. Détecter avant de réparer, ça permet également d'éviter souvent des travaux annexes qui sont lourds. Alors que plus tôt on va intervenir, plus ça sera également simple, d'accord, dans le fait de régler le problème. Mais d'un autre côté également, c'est qu'on protège plus rapidement le bâtiment et sa santé. C'est exactement le même principe pour moi que pour la santé publique. Dépister tôt, c'est gagner du temps, gagner de l'argent et sauver des vies. Finalement, c'est le triptyque. Quand je vous entends, j'entends finalement la prévention routière. Et ben, ça serait bien que demain il y ait la prévention de l'air, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Un mot, et merci pour cette précision et cet édito. Un mot pour introduire nos tables rondes. Selon vous, quel grand message doivent entendre les professionnels qui nous écoutent, sachant que vous avez fait le choix, Gary Ordener, avec notre maison de production et notre média, de viser vraiment très haut, très fort, avec une grande ambition qui, je rappelle, est une ambition d'engagement citoyenne. En tant qu'industriel, je le disais tout à l'heure, hors antenne, c'est réjouissant de voir votre engagement là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez finalement de ces messages que vous souhaitez faire passer aux professionnels finalement qui exploitent tous les jours l'immobilier ? La première, c'est la prise de conscience. C'est que l'humidité, c'est pas juste un petit désagrément esthétique. C'est pas juste nettoyer avec du vinaigre et ça y est, on a réglé le problème. Elle touche les structures, les matériaux d'isolation et surtout la santé des occupants. Prendre conscience que sur le terrain, on s'aperçoit que c'est 1/3 des pathologies du bâtiment sont liées à l'humidité. Et pour les professionnels, le message, pour moi, il est assez clair. C'est qu'il faut passer en mode prévention. Comme on le fait et comme on gère les risques d'incendie dans les établissements publics, eh ben, il faut faire la même chose pour l'humidité. Il faut, faire des expertises régulières pour éviter des complications qui peuvent être parfois irréversibles. Et finalement, trouver les solutions ad hoc, puisque prévenir, c'est anticiper, c'est éviter, bien évidemment, les problèmes. Un immense merci, Gary Ordener. On va vous retrouver, comme de tradition, dans notre numéro Maison Scène, à la fin de ce magazine, pour faire la conclusion. Je rappelle, les amis, que vous pouvez également, lorsque vous allez, même sur l'émission, vous cliquez sur le site maisonscène.fr, sur le maison-scène.fr, vous avez tous les conseils pratiques qui peuvent vous aider justement à anticiper, bien évidemment, mais vous regardez ce programme, ça tombe bien puisqu'on va passer à cette première table ronde, on va parler des risques de l'humidité sur le plan financier, juridique, réputationnel et sanitaire, tout un programme, à tout de suite. On a vu tout à l'heure avec Gary Ordener dans l'édito les problématiques liées à l'humidité, mais également les possibilités, c'est le postulat même éditorial de notre émission, les possibilités de réparer, de prévenir, d'anticiper. Cette première partie de magazine, on l'a appelée les risques de l'humidité, bien évidemment, financiers, juridiques, puisque bien évidemment, on ne peut pas aborder la santé dans l'habitat sans aborder la notion de l'actif, de la valeur de l'actif, mais aussi la réputation. Vous savez, vous allez dans un hôtel, vous allez dans un commerce, vous sentez que c'est humide, ça a une odeur qui est pas forcément terrible, vous n'y retournez tout simplement pas. Voilà. Mais également, bien évidemment, le fond du sujet, les amis, c'est le risque sanitaire. Des experts, on vous a promis des experts de haut niveau autour de cette table ronde. Bonjour Sullivan Pernet.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur commercial chez Murprotec et vous êtes un expert technique du traitement de l'humidité. Vous allez nous donner le regard du terrain. Un immense merci pour votre présence. Maître Jessica Jouan est également avec nous. Bonjour maître. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée au cabinet Gramont. Vous êtes une experte en matière immobilière. Merci de nous donner aussi le sens juridique. Parce que bien évidemment, qui dit actif dit normalisation et donc cadre juridique, car tout est juridique dans la détention de la propriété. On va en parler avec vous. Également, on voulait la vision d'un architecte et une vision d'un professionnel du bâtiment. Bonjour Laurent Rosset. Vous êtes le directeur général adjoint et associé au cabinet d'architectes et d'ingénieurs AIA Life Designers et vous êtes également membre du plan bâtiment durable. On va faire un petit clin d'œil au président emblématique du plan bâtiment durable, maître Philippe Pelletier, qui certainement nous écoutera. Merci d'être avec nous. C'est important que d'ailleurs nous ayons le plan bâtiment durable qui avait été on s'entend introduit avec le plan bâtiment durable 1, 2 et 3 par un excellent et un très grand ministre du Logement, j'ai nommé Jean-Louis Borloo, bien évidemment. Également avec nous, un médecin qui est avec nous, qui est président de l'association Santé Respiratoire France. Oui, il existe une association qui s'appelle Santé Respiratoire France, qui va nous donner justement le point de vue sur les pathologies possibles liées au climat délétère à cause de l'humidité et de l'air intérieur. Il est en visio puisqu'il n'a pas pu être présent avec nous physiquement et on le remercie d'être avec nous à distance en duplex. C'est le docteur Frédéric Le Guillot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, docteur. Merci. C'est important que nous ayons justement votre point de vue. Alors, justement, on va démarrer tout de suite, si vous voulez bien. Je vais commencer par vous, Sullivan. Vous traitez quotidiennement des sinistres liés à l'humidité. Si on devait aujourd'hui, voilà, très simplement, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, quels sont les principaux types de dégradation que vous observez, moisissures, dégradation structurelle, malfaçon, et lesquels reviennent le plus fréquemment sur le terrain? Alors, de manière générale, on associe souvent l'humidité avec l'humidité de condensation, celle qui est liée par les habitants, et qu'on arrive généralement à régler en aérant la maison, ce genre de choses. Mais il est vrai qu'au travers de notre activité, au travers de nos statistiques sur les 5000 chantiers qu'on réalise chaque année, on se rend compte qu'effectivement, les problèmes d'humidité sont liés aussi au structurel. Les remontées capillaires, les poussées latérales, c'est-à-dire l'imperméabilisation des murs de sous-sol. Et il s'avère que ces problématiques-là, elles représentent 75% de notre activité aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme. Mais alors justement, à partir de quel niveau d'humidité ou après combien de temps non traité, on considère finalement que le bâtiment passe d'un simple défaut d'entretien, si on peut dire les choses comme ça, ouais, à un défaut, on va dire, structurel qui pourrait même mettre en cause, je sais pas, la vie des gens ou avoir un vrai sujet, voire même de menacer, d'un point de vue actif, la valeur du bien en question. Oui. Dégrader sa valeur. La grosse difficulté dans notre métier, c'est qu'on ne sait pas gérer le temps. C'est-à-dire que comme pour les pathologies humaines, en fait, à partir du moment où on a des problèmes d'humidité dans la maison, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Ça peut évoluer rapidement, moins longtemps. C'est lié à tellement de paramètres. Ça peut être lié à la pluviométrie, à la qualité des sols, aux sels hygroscopiques qu'il pourrait y avoir, voire les polluants qu'il y a dans le sol. Donc, on ne sait pas. Est-ce que d'un territoire à un autre, ça peut changer également? Bien sûr. Oui, bien il y a sûr, un selon impact, la qualité des sols, la pluviométrie. Et il est vrai que ça peut bouger rapidement. Hein. On peut faire évoluer sa maison. Hein. On customise aujourd'hui les maisons anciennes. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment où on a fait des changements dans une maison, ou même le nombre d'occupants dans la maison, ça peut faire accélérer le processus. Alors justement, est-ce que... Pardon, vous vouliez... Dans ces processus, en fait, ce qu'on sait dire, c'est qu'il y a 3 stades. On va prendre, par exemple, l'imperméabilisation des murs, c'est-à-dire les murs, effectivement, où on a des poussées latérales. On a 3 stades. On a le stade où, effectivement, on commence à voir apparaître des traces de salpêtres, c'est la poudre blanche qui vient sur les murs. Donc là, c'est quoi, ça cloque hein? Pas encore. Comment ça se... Ah d'accord, à ce moment-là, mais comment on détecte le salpêtre visuellement Alors, pour info, en fait, le salpêtre, c'est les sels hygroscopiques qu'il y a c'est les sels minéraux, qu'il y a dans le sol, qui vont être véhiculés par les remontées capillaires ou les poussées latérales, et au contact de l'oxygène vont se cristalliser. C'est ce salpêtre qu'on va voir. Ce salpêtre, en fait, va agresser les murs. Donc, à partir du moment-là, ça va commencer à cloquer. Et ça va venir manger les liants des bâtiments.
d'où le risque d'affaissement, voire d'effondrement de bâtiments dans les cas les plus critiques. D'accord. Ah oui, mais alors, donc, ça a à la fois une incidence sur la santé, parce qu'on respire du salpêtre, je crois que c'est très mauvais pour, bien évidemment, on va en parler avec le docteur Luguiou, et en même temps, ça désagrège, entre guillemets, Complètement. la structure du bâti. Et donc, mais on pourrait même jusqu'à aller à l'effondrement. Oui. 1, l'effondrement, et 2, effectivement, pour la santé, on a tous ces matériaux de construction qui, eux, sont souillés par le salpêtre et l'humidité, qui, eux, vont lâcher dans l'air, en fait, des polluants qui vont se coupler à l'humidité. Et là, on a un cocktail explosif pour la santé. C'est clair, c'est clair. Ça fait froid dans le dos, quand on le dit comme ça. C'est pas rassurant. Est-ce que, justement, vous pourriez, vous, bien évidemment, vous êtes au contact du terrain concrètement, me donner un exemple concret, par exemple, chantier, immeuble ou logement, dans lequel une absence de traitement précoce a engendré un coût, par exemple, très important pour le propriétaire ou le bailleur, mais ça peut être aussi des éléments de réparation, de contentieux, ou même de perte d'usage, ça peut arriver. Alors, on en a malheureusement beaucoup des exemples, puisqu'on a dans 15% des cas, on ne peut plus intervenir. Donc, ça fait quand même pas mal d'exemples. Mais là, dernièrement... 15% des cas, on peut bien dire quoi c'est là, on rase. On est arrivé au stade 3, et là, effectivement... c'est comme un cancer, quoi. C'est ça. On est en soins palliatifs, quoi. Oui, on arrive à l'imager comme la maladie des personnes, en fait, comme un cancer, ouais, tout à fait. C'est clair. Ça vous ronge de l'intérieur. Alors, justement, est-ce que quand les personnes, notamment les professionnels, je prends par exemple des hôteliers, on va en parler d'ailleurs avec vous également, quand vous leur dites il y a un problème dans votre établissement ou il y a un sujet, est-ce qu'ils vous suivent ? Est-ce qu'ils en ont conscience ? D'après les remontées du terrain, je pense que comme les particuliers, ils sont peu ou pas informés. Donc c'est vrai que dans certains cas, les gens nous croient et nous suivent, bien sûr, et dans d'autres cas, les gens se disent c'est que de la moisissure ou que du salpêtre, quoi. C'est très clair. C'est compliqué. Je vais vous demander, si vous voulez bien, et je vais commencer par vous, maître Jouan, de réagir aussi sur ce qui vient d'être dit, avant que je vous pose la première question également, puis je vous demanderai également, vous en tant qu'architecte, vous êtes architecte de formation. Architecte-ingénieur. Oui, architecte-ingénieur, de réagir également sur ces propos, avant que je puisse vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit ? Est-ce que ça vous étonne, maître Jouan ? Non, alors je pense qu'il y a une forte méconnaissance en fonction du public déjà, selon la typologie de bâti. C'est-à-dire qu'inévitablement, quand on est sur de la typologie résidentielle, le particulier est peut-être un peu moins informé et moins alerte sur la détection des premiers signes de l'humidité. Ce qu'on voit souvent dans les appartements, notamment parisiens, ça va être les petites taches noires. Oui. Effectivement, les capillarités, on commence à les voir au plafond. La peinture qui se décolle, les petites taches noires, c'est le début des champignons. Voilà. Et en fait, on voit quoi d'abord ? On voit d'abord le côté généralement, il y a noir. la peinture qui se décolle quand il y a un sujet d'aération. Des cloques. Des cloques. Ouais. Et puis après, quand ça s'empire, effectivement, il y a une sorte de mutation du phénomène, en tout cas visuel. Et on a le phénomène de capillarité où on voit des petites remontées avec des petits points noirs. Et en fait, le phénomène se condense et grossit et s'aggrave. Bien sûr. Mais en réalité, on ne voit que, j'ai envie de dire, la partie un peu immergée de l'iceberg. C'est que la partie visible. Parce que visuellement, on voit déjà une atteinte. Et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Vous pouvez avoir entre les étages une masse d'humidité relativement importante. Et effectivement, ça joue sur les sujets de charge. Si je peux me permettre. Oui. Pardon, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est la partie visible, en fait. Et il y a toute la partie invisible, et c'est là où c'est le plus dangereux. Exactement. C'est la qualité de votre air, qui se cumule avec de l'humidité, et là, ça fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un cocktail explosif. Ensuite, il y a toute la partie des champignons qui sont pas visibles. Vous voyez, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'aspergillus, où là, effectivement, c'est l'humidité. L'aspergillus ? Oui. C'est quoi l'aspergillus ? C'est un champignon qui est invisible à l'œil nu et qui est très nocif pour l'être humain. Et l'inconvénient, c'est que celui-ci, il n'est pas visible. Quand vous avez effectivement les moisissures telles que vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il est enfermé dedans. Mais la première phase, c'est qu'effectivement, l'humidité qui est dans l'air, elle va venir effectivement sur ce qu'on appelle des ponts thermiques, d'accord ? Et là, effectivement, va se déposer l'humidité, et c'est là où va se développer effectivement tout ce qui est bactéries et champignons. C'est quoi un pont thermique ? Un pont thermique, c'est un point de rosée. C'est l'endroit dans la pièce où la zone est la plus froide, et donc l'humidité, comme c'est un gaz, va venir se décharger dessus. C'est très clair, on comprend beaucoup mieux. L'architecte ingénieur que vous êtes, Laurent,
tout ça, franchement, ça n'a pas l'air de vous étonner, parce que vous êtes déjà dessus depuis très longtemps. Une réaction, justement, une première analyse. Une première analyse, déjà, c'est qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, hein, il y a deux facteurs qui font qu'on a de l'humidité à l'intérieur du bâtiment. Il y a l'humidité intérieure, donc ça, c'est l'usage dans le bâtiment. Oui, oui. Donc ça va être ça va être l'usage, ça va être la douche, ça va être la cuisson, ça va être aussi les gens qui sont à l'intérieur, la transpiration. Oui. Et donc on voit déjà que quand on va occuper une pièce, par exemple en suroccupation, on va augmenter la production d'humidité à l'intérieur. Et puis il y a le deuxième phénomène, l'humidité qui vient de l'extérieur, qui va être liée. Alors là il y a deux sous-catégories. Hein, c'est l'eau météorique qui va rentrer soit par les toitures, soit par les murs, d'ailleurs qui sont plus ou moins entretenus et qui vont permettre cette pénétration de l'eau, soit par le sol, par infiltration, par capillarité. Une fois qu'on a compris ça, on voit bien que c'est une question de qualité de construction, et je dirais même une qualité de rénovation du bâti. Et là où ça devient une question de santé publique, très intéressante, c'est qu'il y a par rapport à cette présence d'humidité, intérieure-extérieure, il y a deux phénomènes qui se rajoutent. Le premier, c'est la précarité. Parce que dans les logements, par exemple, où on va moins chauffer, les problèmes d'humidité vont être plus importants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un air plus froid peut contenir moins de vapeur d'eau. Et donc, oui, bien sûr. Donc, une fois qu'on a compris que moins on va chauffer à l'intérieur, plus on va émettre de vapeur d'eau dans son occupation, plus on va être proche du point de condensation. Ça va amplifier le problème. Donc on va avoir ce premier phénomène. Pour ceux qui nous écoutent, Laurent, justement qu'on vulgarise bien, quand vous dites le point de condensation, c'est le moment à partir où ça se transforme en vapeur d'eau. Voilà, en fait, si vous voulez, dans l'air, il y a toujours de la vapeur d'eau, parce que c'est un phénomène physique. On comprend. Voilà. Il se trouve que la vapeur d'eau va toujours aller de la zone la plus chaude à la plus froide. Ça, c'est un phénomène, ça s'appelle l'entropie, c'est un phénomène physique. Il se trouve que dans un logement moins bien chauffé, la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau sans condenser, c'est bien ça la question, sans condenser, quand elle condense, ça devient de l'humidité et qui crée tous les désordres. Oui. Et bien plus on est froid dans le logement, moins on chauffera son logement en précarité énergétique, plus à même niveau d'humidité émise dans l'air, plus on aura rapidement un phénomène de condensation. Donc c'est une circonstance aggravante. C'est une circonstance aggravante. Donc là, quand vous comprenez que on va dire un logement, on va dire malsain jusqu'à insalubre, d'accord ? Oui. On va avoir des problématiques de construction qui concernent l'architecte, l'ingénieur, qui vont être à la fois une mauvaise ventilation, ça on voit souvent. Donc on va émettre de l'humidité dans l'usage et on va mal le ventiler, on va mal l'extraire. On va avoir des problèmes aussi de mauvaise isolation. Bien sûr. Et donc là, c'est la double peine puisque la mauvaise isolation fait que le point de rosée, qui vient d'être dit, va se rapprocher de la paroi intérieure. Et troisième phénomène, souvent, il n'y a pas de pare-vapeur. Ça, Maître Jean doit bien connaître ça. Et quand l'intérêt du pare-vapeur, c'est comment vous dites le pare-vapeur. Le pare-vapeur. Oui, c'est du verbe parer. Exactement. Très simplement. Vous avez un air relativement humide à l'intérieur, puisqu'on y vit. Oui. Il est en hiver, cet air est quand même plus chaud qu'à l'extérieur. Clair. Naturellement, cette vapeur d'eau va vouloir passer de la zone chaude, votre logement, à la zone plus froide, l'extérieur. En migrant au travers des parois, au travers de vos façades, si vous n'avez pas un pare-vapeur qui va bloquer cette migration, la vapeur va pénétrer dans le mur. Et là, si vous avez ce qu'on appelle le point de rosée, dans le mur, vous avez le début des problèmes. Le point de rosée, c'est toutes les moisissures dont on parle. Je vais vulgariser un max, le néophyte que je suis, c'est le point de convergence, en fait, qui va se diriger directement. Je vais revenir sur cette technique. C'est important que vous nous donniez vraiment des informations. Je vais, avant de vous donner la parole, Sullivan, peut-être demander au docteur Le Guillou, justement, de réagir sur ce qui a été dit. Vous avez entendu, docteur. Alors, évidemment, ça vous étonne pas du tout. Donnez-nous l'analyse du thérapeute que vous êtes en fonction de ce qui a été dit avec Sullivan et l'ensemble de nos experts. Alors, tout ce qui a été dit est parfaitement correct. Donc, je remercie également Murprotect pour l'invitation. Donc, moi, je suis pneumologue et allergologue, donc un spécialiste du système respiratoire. Alors, d'emblée, je crois que ce qu'il faut signaler, c'est que on respire 15 000 litres d'air par jour.
déjà. Deuxièmement, c'est qu'on passe 80 à 90% de notre temps à l'intérieur, que ce soit le domicile, que ce soit le bureau, que ce soit les transports. Et l'endroit où on passe le plus de temps dans une journée, c'est quand même la chambre, puisqu'on dort normalement 7 à 8 heures par nuit. Donc ça, c'est des éléments importants par rapport à votre sujet. Donc, quand on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu parler du salpêtre, j'ai entendu parler des moisissures, j'ai entendu parler de l'humidité, etc. Oui, tout cela est parfaitement vrai. L'air intérieur est 5 à 6 fois plus pollué que l'air extérieur. Ça, il faut le savoir aussi. Il faut faire lever toutes les croyances et merci pour cette émission d'information à ce sujet. Et donc, par rapport à tout cela, l'humidité dans un logement doit être entre 40 et 60%. Un air trop sec, c'est pas bien pour les voies respiratoires. Un air trop humide, c'est pas bien pour les voies respiratoires. Ça favorise, quand c'est trop humide, la prolifération d'un certain nombre de moisissures, comme on avait dit, ou de champignons, comme Aspergillus, ça a été cité. Et puis, ça favorise aussi la prolifération des acariens. Et dans votre logement également, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont constitués dans les peintures, mais aussi dans les cols des meubles, etc., avec des composés organiques volatiles et des formaldéhydes. Et le fait d'avoir un air trop humide aggrave également la toxicité de ces polluants. Donc ça, ce sont des polluants en fait et que l'on respire quotidiennement et que l'on ne voit pas. Alors certains ont une odeur, comme vous avez précisé, c'est effectivement les moisissures peuvent avoir une odeur. Les gens disent ça sent l'humidité et moi les patients me disent bien quand il fait humide, s'ils ont déjà une maladie respiratoire, ils vont moins bien. Docteur Le Guillou, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il y a des chiffres qui m'ont sidéré. Vraiment sidéré, notamment, vous les connaissez, c'est les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur la mortalité globale, j'incite, parce que Laurent Rosset, on en a parlé tout à l'heure, mortalité globale liée directement, indirectement à l'habitat, c'est 5 fois plus de décès, voire un peu plus, qu'il y en a sur la route. L'invisibilisation, si je peux m'exprimer ainsi, de cette problématique de santé publique, docteur, elle est due à quoi ? Parce que vous êtes aujourd'hui un thérapeute connu dans le domaine, vous présidez l'association Santé Respiratoire France. Je vous le dis très honnêtement, et j'avoue à mon corps défendant, que moi-même, en tant que journaliste, j'y croyais pas vraiment au début. Comment expliquer, s'il vous plaît, ce défaut pédagogique, et d'ailleurs heureusement que Murprotec France met en avant cette problématique, pourquoi ? C'est quoi votre retour là-dessus ? Est-ce que c'est un manque de pédagogie ? Est-ce que c'est un manque d'éducation ? Est-ce qu'il faut changer notre état d'esprit sur la façon de gérer le bâtiment ? Alors, un peu tout ça, vous avez entièrement raison. Alors, pour être clair, c'est en France 20 000 morts prématurées à cause de la pollution intérieure, j'entends, seulement de la pollution intérieure. Intérieure. Intérieure, oui, intérieure. Donc, oui, c'est 5 fois plus, vous l'avez dit, c'est tout à fait juste, presque 6 fois plus même que les la mortalité routière, oui. Tout à fait, c'est entièrement vrai. Alors, pourquoi ? D'abord, il y a un problème d'information et on est là aujourd'hui pour rectifier tout cela, effectivement. Mais il y a aussi un problème peut-être de bâti ou d'entretien du bâti, que l'on voit, avec, ça a été évoqué déjà, les fissures, etc., la négligence, le coût des travaux, il y a de tout ça. Et puis, il y a aussi le comportement de nos concitoyens, où c'est tellement plus simple d'aller accuser la pollution des nuages qui n'appartiennent à personne, plutôt que de remettre en cause ses propres comportements à l'intérieur de son lieu de vie. Et donc, ça commence par ça. Et on est tous concernés. Qui, dans son bureau, aère 10 minutes par jour son bureau ? Oui. Qui oui. Alors une personne sur 100. Ouais. Combien de ventilations mécaniques sont bouchées l'hiver pour essayer de faire des économies d'énergie ? Combien de personnes font l'entretien annuel de leurs moyens de chauffage ?
tout ça, c'est des choses qui, normalement, doivent être obligatoires, puisque il y a même les contrats d'assurance pour les entretiens, ça fait partie de ce qui doit être obligatoire pour le contrat d'assurance, mais ça n'est pas fait, ou c'est mal fait, il y a du mésusage. Donc, on a aussi, nous, tous, quiconque qu'on soit, on est tous concernés, parce qu'on donne tous des bonnes leçons de morale à tout le monde, mais il faut se remettre soi-même en question. Et combien de cabinets médicaux aèrent les bureaux 10 minutes par jour, matin et soir? Je serais curieux de savoir. Les salles de sport, avec la condensation qui ruisselle sur les vitres. Mais oui, je pensais à ça, justement. Merci, je reviens vers vous. C'est sidérant ce que vous nous dites, et en même temps, heureusement que vous nous le dites, puisque c'est un sujet important. Maître Jouan, Jessica Jouan, sur le plan juridique aujourd'hui, quels sont les principaux risques? Parce que si on veut faire bouger les composants, vous êtes d'accord qu'il faut aussi un peu toucher le portefeuille? Ça peut aider. Effectivement, l'un peut être lié effectivement à l'autre. Gestionnaire, syndic, lorsqu'on est dans une situation d'humidité qui perdure dans un logement ou un bâtiment tertiaire, il y a un risque de responsabilité qu'encourent les professionnels, bien évidemment, même s'ils n'étaient pas enclins à s'engager philosophiquement sur la santé des personnes, ne serait-ce que pour la gestion de leurs biens, ils ont intérêt à faire attention. Oui, alors il y a plusieurs types de responsabilités et puis il peut y avoir plusieurs responsables. Pour rebondir sur ce qui a été dit avant et pour répondre à votre question, en propos préalable, c'est qu'on a un vrai sujet, je vous rejoins, de prévention. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'humidité, au stade par exemple où on va acheter un bien, les seuls documents techniques que nous avons, c'est le DPE sur un lot habitation. Donc, quand bien même vous auriez des particuliers profanes qui n'y connaissent rien, ils sont quand même entourés logiquement de quelques... C'est léger, et la difficulté, c'est que dans le DPE, l'humidité n'est abordée que sous l'angle de l'isolation. Mais ça ne se limite pas à ça. Donc, à mon avis, il y a peut-être un sujet sur les documents obligatoires au stade de l'acquisition pour avoir plus d'informations, c'est-à-dire nourrir un peu... C'est-à-dire quoi aller plus loin que dans le DPE? Aller plus loin dans les diagnostics, en fait. Le DPE, aujourd'hui, est assorti d'une fonction juridique, d'une valeur juridique qui est le principe d'opposabilité, qui a été d'ailleurs acquis de haute lutte, qui est d'ailleurs intéressant, parce que c'est ça qui a jeté le focus sur la qualité du DPE, et notamment sur l'immensité de la fraude au DPE, parce qu'il faut savoir que c'est un sujet gravissime. Exactement. Sur le plan structurel. Valérie Létard, l'ancienne ministre du Logement, avait d'ailleurs pointé son élément. Mais il y a également les audits énergétiques. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, aller plus loin dans le contrôle préventif DPE plus audit énergétique, puisque l'audit énergétique donne la note, et l'audit va donner la trajectoire. Oui, mais alors, la différence entre le DPE et le DTG, c'est que le DPE, il se fait sur un lot. DTG, diagnostic technique. Diagnostic technique global. D'accord. Le DTG, c'est le DPE, mais pour l'immeuble entier. Le DPE, c'est juste pour un lot, généralement. D'ailleurs, que ce soit résidentiel, tertiaire ou retail, on a ce diagnostic. Après, il y a le diagnostic de l'immeuble. Et en fait, on ne va pas forcément regarder les mêmes choses. Parce qu'inévitablement, le DPE d'un lot privatif, on va regarder que le lot privatif. On ne va pas regarder l'état des parties communes. Ce n'est pas le cas du DTG, qui lui, à l'inverse, va plutôt regarder la structure de l'immeuble et les parties communes et ne va pas forcément s'intéresser au lot privatif. Comment on départage, pardonnez-moi, mais qu'on comprenne bien, comment on départage la responsabilité? Alors, il faut savoir que, il peut y avoir une superposition d'acteurs, encore une fois, dans la chronologie. Donc, il y a le stade des diagnostiqueurs, où on a une responsabilité de plus en plus importante. On a des dossiers qui commencent à sortir, parce que les diagnostics ne sont pas forcément très rigoureux. Et après, il y a le propriétaire bailleur. Alors, le propriétaire bailleur, il a deux types d'obligations assez classiques. D'abord, l'obligation de délivrance, de délivrer un logement décent, en ce qui concerne en tout cas le résidentiel. Puis, alors ça, c'est d'ordre public, on ne peut pas s'en exonérer par une clause quelconque. Et puis, il y a l'obligation d'entretien. C'est-à-dire que déjà, on doit délivrer un bien conforme à son usage, mais ensuite, on doit l'entretenir. Donc ça, c'est la classique répartition entre les obligations de charge bailleur-preneur. Donc le bailleur propriétaire qui n'entretient pas bien le bien, il est confronté à un risque qui est double de condamnation et donc financier. Une condamnation éventuellement à réaliser des travaux d'urgence, si le locataire, par exemple, saisit un juge et qui a des travaux d'urgence à réaliser. Prenons un exemple, il y a des remontées capillaires, comment vous appelez ça, le Philippe? Remontée latérale, c'est ça? Remontée capillaire ou poussée latérale. Ou poussée latérale, qui affecte l'immeuble, qui ronge la pierre, par exemple, et qui peut provoquer des problématiques structurelles. Premier point. Deuxième point, les preneurs
preneur, je prends des bureaux, parce que le docteur Le Guillot a absolument raison, qui dans son bureau AR, je peux vous dire qu'ils sont pas nombreux, vraiment, et je connais bien le sujet, et qu'à un moment donné, le preneur voit des tâches d'humidité sans des problèmes, peut-être même un turnover ou des problèmes d'absentéisme liés à des pathologies dont on ne sait pas que indirectement il y a un effet de causalité. Comment ça se passe dans ces cas-là Alors il y a la théorie et la pratique, c'est-à-dire que pénalement ça peut aller loin. Oui, quoi. bien sûr. Alors j'extrapole un peu, mais je veux dire s'il y a un accident ou s'il y a quoi que ce soit. En théorie, donc je vous dis, il y a la responsabilité effectivement bailleur-propriétaire, mais il peut y avoir entre le bailleur et le preneur un gestionnaire. D'accord. Oui, on appelle un property manager. Voilà, ou un ça fait un autre personnage intermédiaire qui, lui, généralement, est soit un syndic de copropriété, ce qui est le cas souvent dans l'habitation. Pour les parties communes. Voilà, et un administrateur de biens aussi. La différence, c'est un sujet de fondement de responsabilité. C'est-à-dire que le syndic, il a une responsabilité de prise en charge et de gestion de l'immeuble au quotidien au titre de la loi de 65, la loi sur la mais sur les parties communes, pas sur les parties privatives. Alors, sur les parties communes, mais en même temps, votre interlocuteur, quand vous avez un dégât qui vous appelez, pas le propriétaire, le gestionnaire. Oui, c'est vrai. Et oui. Mais oui. Donc le gestionnaire, tout le monde va déclencher relativement assez vite les assurances. Il va y avoir une visite d'un professionnel mandaté par les assurances pour détecter l'origine du problème. Et l'origine va déclencher celui qui va être responsable d'une éventuelle reprise de travaux et d'éventuelles condamnations s'il y a un trouble de jouissance, etc. Alors, pour qu'on soit bien pratique, maître, est-ce que vous avez constaté, vous qui êtes un cabinet réputé dans l'immobilier, est-ce que vous avez constaté une augmentation des contentieux qui sont liés à l'humidité, moisissure, pathologie du bâti, qualité de l'air dégradé, et si oui, quels sont les motifs les plus fréquents des litiges? Oui, alors on en a Donc ça augmente. On en a, oui. Nous, on en a de plus en plus. À l'instar de ce que vous nous disiez, Sullivan, il y a un effet, j'allais dire, c'est vrai, puis le climat, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a forcément des litiges qui augmentent, là. En fait, il y a plusieurs phénomènes qui expliquent que les particuliers, qui sont par définition ne sont pas des professionnels de l'immo, qui ne connaissent rien, c'est que déjà, il y a plus d'informations. On le voit aujourd'hui, vous voyez, les médias, etc., commencent à s'intéresser. Donc, ils sont plus enclins à aller au litige. Oui, et puis aussi parce qu'ils ont plus accès à l'information sur les voies de droit qu'ils peuvent exercer aujourd'hui sur Internet. Il y a des IA, il y a certains sites institutionnels qui donnent plus d'informations. Donc déjà, on est mis en situation d'information qui permet de réagir. Ça, c'est la première chose. Après, nous, on voit de plus en plus, effectivement, de contentieux, notamment sur les vices cachés. C'est-à-dire que les gens achètent, ils ont des diagnostics, etc., mais en fait, qu'ils ne savent pas lire et analyser. Ils sont pas forcément entourés des professionnels adéquats. Et puis, quelques mois après, parce qu'en fait, c'est que quand on vit dans un bien ou qu'on y travaille, qu'on se rend compte des défauts. Et puis, quelques mois après, ils se disent quand même, il y a un sujet, voilà. Et là, ils vont saisir des avocats et ils font des actions souvent en garantie des vices cachés. Alors, pourquoi je suis sûre qu'on en a de plus en plus, c'est que même d'un point de vue de la justice, on met en place des nouveaux mécanismes. Alors, ces dernières années, on a une tendance générale dans toutes les matières au développement des modes alternatifs de règlement des litiges. Alors, c'est quoi un mode alternatif de règlement du litige? C'est des modes amiables. C'est de la médiation. C'est la médiation, la conciliation. Au lieu d'aller au procès, on s'entend avec les personnes. Maître, je vais continuer avec vous, si vous voulez bien, mais je voudrais vraiment qu'on balaye tous les sujets. Laurent Rosset, le plan bâtiment durable milite pour une évolution des pratiques de construction et de rénovation. C'est le fondement même du plan bâtiment durable. À votre avis, et même plus généralement, c'est-à-dire si vous voulez même présenter le plan BAT, on est preneur aussi également dans sa mission. Avis sur l'humidité et ses conséquences. Est-ce qu'elles sont, et à mon avis, vous ne le direz pas forcément, suffisamment prises en compte par les politiques et les référentiels de la transition énergétique du bâtiment en France? Alors, on va dire que la prise de conscience est en train de monter, mais effectivement, on a depuis une quinzaine d'années quand même été très focus sur l'aspect énergie carbone. On avait raison pour atténuer les impacts. Et effectivement, l'aspect humidité n'était pas complètement dans les radars. On l'a dit, dans les DPE, c'est pas un critère sur lequel on peut avoir une information très claire. Donc nous, au plan bâtiment durable, ce qu'on milite, c'est de s'appuyer sur les professionnels que nous sommes et on massifie. C'est l'objet du plan bâtiment durable, les bonnes pratiques. Alors, ça a été dit tout à l'heure, il y a la catégorie de l'humidité quand on utilise mal
son bâtiment tertiaire ou son logement. Ça, on va dire, c'est de l'accompagnement du bailleur au bon usage. Laurent, je vous interromps, pardonnez-moi, parce que j'ai reçu une notification justement de notre invité qui est à distance, qui doit quitter le plateau rapidement, parce que le docteur Le Guillou a un rendez-vous. Je voudrais, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord, je voudrais vous faire réagir avant de partir, docteur, sur justement à la fois les données dont vous disposez chez Santé Respiratoire France et surtout, docteur, les recommandations que vous pourriez formuler, les vœux que vous pourriez formuler à l'ensemble des experts ici présents et de toutes celles et ceux qui nous écoutent, professionnels de la chaîne de valeur immobilière. Docteur. Oui, alors on l'a dit, donc déjà l'humidité peut être responsable d'un certain nombre de maladies respiratoires, on a dit des allergies, mais ça peut être des phénomènes infectieux avec des champignons, mais aussi des bactéries, la légionellose, tout le monde en a entendu parler à un moment ou à un autre, et puis des phénomènes immunoallergiques avec des pneumopathies d'hypersensibilité qui parfois peuvent être gravissimes et aller jusqu'à la transplantation pulmonaire, parfois en super urgence. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, et tout cela est parfaitement évitable surtout. Donc, alors avec Santé Respiratoire France, qui est une association que je préside, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des plus de 10 millions de personnes concernées par les maladies respiratoires, et avec une vision sociétale et pas seulement sanitaire, on a réalisé à la demande de Murprotect l'année dernière une enquête sur la qualité de l'air des personnes atteintes de maladies respiratoires à l'intérieur de leur domicile. Et en fait, on s'apercevait que 43% des 310 répondants avaient vécu déjà un épisode de traces d'humidité à l'intérieur de leur logement. Et 82% avaient eu une aggravation de leur fonction respiratoire, de leur état respiratoire lors de cette exposition. Donc ça impacte leur santé. Ce que l'on sait aussi par rapport à l'ADEME, c'est l'agence de l'habitat, c'est que 60% des logements français présentent des altérations de la qualité de l'air intérieur. Tout ça est corrélé par d'autres enquêtes. Donc, on a eu une enquête nationale sur le logement en 2025 sur 571 logements qui étaient représentatifs en fait des plus de 29,7 millions du parc immobilier de résidence principale. Et ben c'était 9,3% des personnes propriétaires qui considéraient qu'ils avaient une nuisance due à de l'humidité dans leur habitat. Donc c'est un phénomène gigantesque. 70% des logements dépassent les seuils autorisés, légaux, en termes de particules fines et de particules ultra fines qui aggravent les problèmes respiratoires et qui peuvent être augmentés, je l'ai dit déjà tout à l'heure, par les maladies respiratoires. On sait aussi que la qualité de l'air intérieur et la mauvaise qualité de l'air intérieur, ça aggrave les pathologies respiratoires existantes, que ce soit l'asthme, que ce soit la BPCO, ça c'est la bronchite chronique, essentiellement liée au tabagisme, et que l'amélioration de la qualité de l'air intérieur diminue les hospitalisations, diminue un certain nombre de recours aux soins. Alors, une dernière enquête qui est de l'OMS cette fois-ci, où on s'aperçoit qu'il y a en Europe 174 000 décès en 2019 liés à cette qualité de l'air qui était altérée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela ? Eh bien, on l'a dit, c'est déjà en parler. 2, passer à la prévention. Et je ne dirais pas prévention, parce que, et ça c'est un objectif fort de Santé Respiratoire France à l'heure actuelle, parce que la prévention, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. On a fait une nouvelle enquête cette année, c'est ce qui nous a été dit par les personnes. Ils ne se sentent pas concernés et ils ne se sentent pas préoccupés par ça. Donc, il vaut mieux donner de la prévention parce que ça donne une notion d'action pour agir. Voilà. Et donc là, on est dans ce cadre-là. C'est le contrôle, la prévention de l'humidité, avec tout ce qui a été dit déjà. C'est la ventilation et le renouvellement de l'air intérieur, ne pas obstruer les VMC, vérifier son chauffage. C'est le choix des matériaux également qui peuvent être source de pollution. Alors, on disait que
le carbone, effectivement, le coût carbone des matériaux, mais le coût carbone des moisissures, il existe parce qu'elles dégagent un certain nombre de composés organiques volatiles. Donc, il faut regarder les choses dans leur globalité, et puis il faut mettre en place des actions qui permettent d'améliorer tout ça, de suivre tout ça. C'est-à-dire que s'il y a des fissures dans le bâtiment, c'est pas une simple couche de peinture à l'intérieur masquée pour cacher qui va changer quoi que ce soit. Et on a une grande problématique, en tout cas, moi je le vois avec mes patients, c'est quand les gens sont dans un logement locatif. Parce que il faut, pour faire un diagnostic, pour que quelqu'un puisse venir à l'intérieur du domicile, il faut l'accord du propriétaire ou du bailleur social, si c'en est un. Et ça, c'est un très gros problème. Donc, quand il y a des fuites, quand il y a un habitat dégradé, etc., alors maître va peut-être nous le dire, mais il faut faire appel dans ces cas-là à un commissaire de justice qui constatera un certain nombre de choses. Et le but, c'est de faire preuve que c'est le logement lui-même qui est responsable et non pas l'usage du logement par le propriétaire, par le locataire. Pardon. Oui. Et donc, ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, quand on est avec des gens qui vont très mal d'un point de vue respiratoire, moi, j'ai déjà été obligé de dire à des personnes de quitter leur logement tellement c'était infâme. Ah oui, à ce point-là. Non, mais c'est épouvantable, vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Quittez votre logement tout de suite, quoi. Mais où est-ce qu'ils vont, docteur? Quand on n'a pas les moyens, les moyens de se loger, qu'on est locataire. Chez des amis, ça dure quelque temps, mais le temps de la procédure et le temps des injonctions qui sont faites et le temps médical, c'est pas tout à fait le même, quoi. C'est incroyable. Donc, ce que vous nous dites, docteur, est incroyable. Et je vous remercie. C'est la réalité du terrain. C'est vraiment la réalité du terrain. Je vous remercie. Un dernier conseil. Oui. Pas de plantes dans les chambres, s'il vous plaît. Plein de plantes dans les chambres. Il y a de la moisissure et on recrache de la vapeur d'eau lorsque l'on respire. Et donc, il y a déjà de l'humidité avec la terre. Donc, pas de plantes dans les chambres. Voilà. Ça sera la baseline de votre intervention. Pas de plantes dans les chambres. Un immense merci, docteur, parce que on sent également l'engagement dans votre parole, et c'est un vrai sujet de santé publique. Je rappelle, docteur Frédéric Le Guillou, que vous êtes président de l'association Santé Respiratoire France. Vous êtes également allergologue et pneumologue. Et vous vous doutez bien qu'on va très souvent vous inviter, docteur. Vous avez conscience de cela? Voilà. En tout cas, un immense merci. Je sais que vous avez un rendez-vous, donc je vais vous laisser aller et continuer le magazine. Merci, docteur. Merci à vous. Alors, justement, Laurent, excusez-moi, je vous ai coupé tout à l'heure, mais je voudrais que vous développiez, et il nous reste malheureusement que 2 minutes pour conclure. C'est le problème du timing dans les médias, vous savez. Et je voudrais vraiment qu'on parle de la mission du plan bâtiment durable, parce que vous êtes vraiment une vigie également dans la nuit immobilière parfois. Complètement, et je vais m'inscrire dans ce que disait le docteur Le Guillou, donc passer à l'action, donc très clairement. On va dire il y a deux grandes familles, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. La famille des bâtiments existants, c'est à peu près 90% de ce qu'on voit dans le paysage en 2050, qui est déjà là. Donc là, on va avoir à peu près un tiers qui fonctionne mal. Sur ces logements qui fonctionnent mal, ou ces tertiaires qui fonctionnent mal, il faut se faire accompagner par des professionnels pour pas faire d'erreur. Et là, on va avoir, on l'a dit, on va bien isoler ces logements ou ces tertiaires pour que les gens puissent bien isoler sans surisoler. Oui, bien sûr, mais bien isoler, ça veut dire bien sûr sans surisoler, ça veut dire aussi permettre aux gens de ne pas recourir à des techniques de bouchage des ventilations, d'arrêt de la ventilation, qui est dramatique et qui amplifie le problème. Ça va être aussi, on l'a dit, mettre le pare-vapeur quand on isole par l'intérieur, mettre des isolants corrects qui résistent qui sont hydrofuges quand on isole par l'extérieur. Ça, c'est sur le pack existant. Est-ce qu'on peut mettre des instruments de détection de l'air, de la bien qualité sûr. de l'air? On peut contrôler avec des capteurs, ça coûte pas très cher, la qualité de son air intérieur en permanence. Maintenant, je vais aussi faire un petit focus, et j'en aurai fini, sur les rénovations qu'on fait. Et c'est là aussi où le bâtiment durable a un rôle essentiel. Il ne faut pas, voulant bien faire, amplifier un problème. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, si on est mal accompagné, s'il n'y a pas de professionnel, si on calcule mal le point de rosée dans la paroi, ça a été dit à l'instant, on peut, sur un bâtiment finalement qui, d'un point de vue humidité, fonctionnait à peu près pas mal, avec des murs pas très bien isolés, mais où finalement la vapeur d'eau migrait lentement, progressivement vers l'extérieur et s'échappait vers l'air extérieur sans créer de problème d'humidité, malgré des consommations énergétiques trop fortes.
On peut, si on met un isolant non adapté, sans pare-vapeur, créer un point de rosée à l'intérieur du mur, et c'est là où on va avoir des problématiques qui vont s'amplifier, croyons bien faire. Ça, c'est ce point sur les rénovations qui seraient handicapantes ou qui seraient pénalisantes sur le bâti parce qu'on les a mal conçues. Donc, faut se faire accompagner par des architectes, des ingénieurs pour ça. Et je vais faire un dernier petit focus sur un phénomène qui est un peu encore dans l'angle mort, qui est le dérèglement climatique. Ça a été un peu abordé. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un premier phénomène qui est en train d'arriver, c'est la condensation inverse. Ah oui. Alors ça, c'est bien connu, documenté dans les pays tropicaux. C'est quand vous avez un air extérieur très chaud, très humide. Alors aujourd'hui encore en France, l'air il n'est pas encore très humide. Mais le dérèglement climatique fait que l'humidité de l'air en été augmente. Parce que ça, c'est le dérèglement climatique. Et de plus en plus, le recours, et ça c'est la mauvaise utilisation des bâtiments en été, on climatise en continu. Ça peut être le cas dans des hôtels. Et là, on a un phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, la vapeur d'eau va toujours du plus chaud vers le plus froid. Si vous êtes très climé à l'intérieur et que vous avez un air saturé en humidité, vous avez une migration, cette fois-ci, dans l'autre sens, et on va migrer depuis l'extérieur vers l'intérieur, et on commence à avoir des pathologies, c'est documenté, en Occitanie, sur des malfaçons, où on a une moisissure estivale. Et dernier point, j'en aurai fini, c'est aussi l'humidité de l'air, j'en ai parlé, et les intempéries les plus intenses, qui vont d'une part mettre en péril. On disait tout à l'heure. On a certains aujourd'hui revêtements de façade et certains revêtements de toiture qui ne passent pas le cap de 2050. Ça, faut avoir conscience de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des pluies très intenses, des murs d'eau, associés à du vent très fort. On a des phénomènes de siphon et l'eau commence à rentrer sur des produits qui n'avaient jamais posé problème pendant 30 ans. Et ensuite, on l'a dit, et j'ai fini, les sols sont saturés d'eau dans des successions de sécheresse plus intenses, saturation en eau, et là, la capillarité est exacerbée. Donc on a ce troisième élément, la malfaçon, la mauvaise utilisation, la précarité énergétique et malheureusement le dérèglement climatique. On a l'impression d'aller vers une nouvelle anthropologie urbaine. Je voudrais juste indiquer une chose importante. Il y a eu en 2020 et 2021, à 2 endroits de la planète, en Arabie Saoudite et au sud du Pakistan, à 2 endroits où la température était impropre à la vie humaine. C'est le rapport qu'on appelle la TWH, tout à fait, oui. La TW, qui est le rapport entre votre corps ne peut plus suer. Voilà, c'est l'humidité et l'air. L'humidité de l'air à un certain niveau de saturation. Le corps qui fait de la sudation naturelle, justement pour éliminer ce facteur, ne peut plus le faire. Et en quelques heures, les fonctions vitales de l'être humain se désagrègent et c'est la mort assurée. Et c'est arrivé pendant quelques heures à 2 endroits de la planète, donc c'est pas anodin ce que vous dites, bien évidemment. On va devoir se quitter, je suis vraiment désolé, mais je voudrais qu'on fasse, avant de nous quitter, une petite conclusion avec vous, Sully, si on devait aujourd'hui résumer. Si on a tout dit, je crois, donc ça va être difficile de résumer l'ensemble. Il y a plein de recommandations, facteurs. Il faut faire passer le message, les bâtiments publics. Alors pour tout ce qui est professionnel du bâtiment, je pense qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui sont, à mon avis, plus rentables de contrôle au niveau des bâtiments pour pouvoir effectivement pallier et plutôt que traiter du curatif, faire du préventif. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Le second point, pour les particuliers, moi, j'attire leur attention sur le fait que dès qu'on a un doute, dès qu'il y a une trace visible, on appelle un professionnel, on fait un diagnostic. Je rappelle que chez Murprotec, les diagnostics sont offerts, donc autant en profiter, quoi. Il vaut mieux être averti, et adapter effectivement le bon traitement qui convient. Fatalement. Parce que prévenir, c'est éminemment. Et je rejoignais monsieur là sur la climatisation. Nous, on le voit aussi dans les maisons anciennes, avec des murs très épais. Effectivement, quand il fait très chaud à l'extérieur et froid à l'intérieur, on a cet effet inverse, donc je vous rejoins totalement. Alors c'est vrai que la conception des bâtiments était adaptée à certaines typologies de climat, mais il faudra bien s'adapter aux nouvelles donnes du climat. On passerait bien quelques heures avec vous. Et je voulais juste vulgariser une chose, le point de rosée, pour que les gens comprennent bien, parce que c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Donc je vais vous donner un exemple. On est dans une pièce à 62% de taux d'humidité. On va chauffer cette pièce à 22 degrés. Et à partir de là, votre point de rosée, il va être à 11 degrés, c'est-à-dire à la moitié. Donc, l'humidité est un gaz, elle se charge. Dès qu'elle arrive à saturation, elle va venir se déposer sur cette zone froide et développer des spores et des microbes. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment dans ma maison, justement, et je pense qu'il est temps que vous interveniez. Et je m'en suis rendu compte justement récemment. On vous réinvitera bien évidemment pour parler de ces sujets-là, et le point juridique me semble essentiel
dans la chaîne de valeur. Peut-être une petite conclusion très rapide sur le truc maître. D'abord, je voudrais noter quelques petits épiphénomènes pour apporter une touche quand même positive sur la prise en compte du sujet d'humidité. D'abord, on voit que des outils techniques type évaluation du taux d'humidité ou encore les humidificateurs, etc., sont des choses beaucoup plus accessibles sur les marketplaces notamment, et les gens s'en saisissent et les achètent. Donc maintenant, ils commencent à avoir des outils accessibles pour le faire. On voit aussi, nous, d'un point de vue juridique, le développement, je vous parlais tout à l'heure des modes amiables de règlement des litiges, et notamment sur ces sujets construction, le développement d'un mécanisme, d'un dispositif d'expertise conventionnel, donc plus rapide, moins coûteux, et qui permet de désengorger un peu les tribunaux, parce qu'il y a beaucoup d'expertise judiciaire. Et enfin, quelques conseils quand même. D'abord, je crois qu'il faut... Il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, il faut éduquer et informer. Le docteur qu'on a consulté a raison, il faut aérer, etc. Deuxième chose, il faut contrôler et innover. Quelques tout petits conseils pratiques pour agir. D'abord, il faut jamais que ce soit bailleur, gestionnaire, syndic. On laisse pas un mail dans une boîte mail quand on est alerté par un locataire. On réagit sous 15 jours max. On se documente, photos, constats d'huissier, experts, professionnels, diagnostiqueurs. Et contractuellement, on regarde aussi les clauses d'exonération ou pas. On peut pas en habitation, mais dans le retail, le bailleur peut s'exonérer un peu de ses responsabilités. Donc il faut être prudent là-dessus. Et enfin, privilégier tous les outils conventionnels plus que judiciaires. Voilà. Et on se fera un plaisir d'ailleurs, si vous avez des soucis, de vous recommander les experts qui convient. Un immense merci à vous, Sullivan Pernet, directeur commercial pour Murprotec et expert du traitement technique du bâtiment pour l'humidité notamment. Maître Jessica Jouan, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, avocate spécialisée au cabinet Gramont. Un petit clin d'œil à Xavier Gramont. Je pense qu'il va nous écouter. Et également, un immense merci à vous, Laurent Rosset, directeur général adjoint et associé du cabinet d'architecture et d'ingénieur AIA Life Designers. Et vous êtes également membre du plan bâtiment durable. Il faut venir nous voir plus souvent, Laurent. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Pédagogie, parce que c'est important, vous le savez, qu'on évite l'entre-soi et qu'on donne le maximum d'infos à l'extérieur. Et je remercie également, il est parti, c'est le docteur Frédéric Le Guillou, président de l'association Santé Respiratoire France. À suivre, une autre table ronde où on va parler de la prévention de l'humidité en tant que priorité aussi essentielle que la prévention incendie. C'est dans quelques instants. Eh bien, les amis, de retour sur le magazine Maison Scène, 4e édition. On est ravis de vous y retrouver pour une deuxième table ronde. Je vous rassure, si vous n'avez pas vu l'émission en direct, c'est pas grave. Vous allez sur l'application de Radio Imo ainsi que les plateformes d'écoute et vous téléchargez bien évidemment le programme, l'image et le son, bien évidemment également. Je suis ravi justement d'entamer cette deuxième partie avant notre conclusion de ce programme, avec la prévention humidité, une priorité aussi essentielle que la prévention incendie. Vous savez, on en parle beaucoup. La prévention incendie est un risque majeur, très bien géré par les syndics de copropriété, mais il faudrait également intégrer le même niveau d'urgence sur la prévention humidité. On va justement en parler avec des experts qu'on a réunis du bâtiment, de l'opérationnel et notamment aussi de ceux qui forment les professionnels, qui irriguent de leur savoir les professionnels au quotidien. C'est le cas de Manuel Wojciechowski. Bonjour Manuel. Bonjour. Vous êtes responsable chez Murprotec Academy, vous êtes enseignant bien évidemment, vous maîtrisez particulièrement ces aspects. Merci d'être avec nous, c'est important que vous nous donniez le là pédagogique en fait pour pouvoir mieux comprendre. Également un grand professionnel de l'immobilier, c'est un grand monsieur de l'immobilier qui a fait des dizaines de milliers d'assemblées de copropriété, qui est d'ailleurs expert métier copropriété chez Foncia, qui est le numéro 1 du secteur en France. Il est avec nous, c'est Olivier Cotteret. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. C'est important qu'on ait justement le regard professionnel que vous êtes. Également, tout ce qui touche à l'expertise, la recherche, la normalisation, la certification, c'est des sujets importants parce qu'il faut réfléchir en permanence sur justement ces métabolismes lents que sont les bâtiments, mais la ville en général et les structures du bâti, puisque la ville par essence se bâtit sur elle-même. Il est le directeur expertise et recherche, c'est Qualitel, une association. C'est Jean-Frédéric Bailly, bonjour.
Merci, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, c'est important que vous soyez également avec nous. On a vraiment de la chance d'avoir un casting très très global sur Maison Scène, notre magazine, parce que c'est vraiment, on le voit, Manuel, un vrai sujet d'urgence. Alors justement, Manuel, avant que vous descendiez, Manuel, tu descends. Alors, je voulais... Je fais un peu d'humour comme ça de temps en temps. Vous formez quotidiennement les experts qui interviennent sur le terrain. Oui. Beaucoup d'experts, effectivement, vous doivent leur savoir. Vous avez une façon aussi d'intervenir qui est extrêmement intéressante. Moi, j'ai envie de vous poser la question au professeur que vous êtes. Quels sont les signes simples, les premiers indicateurs qui doivent alerter très pédagogiquement, comme si vous nous formiez tous là, sur les signes d'humidité, Emmanuel? Les signes simples, c'est des odeurs d'humidité, c'est des petites taches qui apparaissent, c'est de la buée sur les fenêtres. Après, la problématique, c'est que on peut avoir... La buée, ça peut être un signe... Tout à fait, de la condensation, voilà, sur on trouve toujours ça normal, tu sais, dans une maison, etc. Mais en fait, voilà, il faut quand même... c'est un signe. Oui, tout à fait. Après, la problématique, c'est qu'on peut avoir des problèmes d'humidité sans signe visible. Pour vous donner un exemple, le CSTB a récemment démontré que les moisissures, qui sont justement un signe majeur d'humidité, pouvaient être invisibles et causer les mêmes risques sur la santé des occupants. On peut avoir des moisissures invisibles à l'œil nu? Oui, tout à fait. En fait, on fait comment pour les repérer alors? Eh bien justement, c'est bien ça le problème, c'est qu'on ne peut pas les repérer en fait. Et on pensait que 20% des logements étaient touchés par ces problématiques d'humidité. En réalité, ça serait 37%. C'est 37% des logements qui sont touchés par ces problématiques d'humidité. Donc ça a un impact sur la santé, ça augmente de 40% le risque d'asthme. Et donc... si on pouvait justement régulièrement mesurer le taux d'humidité, alors on parle souvent d'hygrométrie, de qualité de l'air, mais de mesurer le taux d'humidité des murs par des contrôles préventifs, ça limiterait les risques et les coûts. Alors justement, pourquoi selon vous, Manuel, la prévention humidité n'a-t-elle toujours pas trouvé sa place dans les procédures standards des gestionnaires immobiliers que vous connaissez tous les jours? Bien sûr. En fait, c'est souvent parce qu'on pense à tort qu'on peut régler le problème par des petits gestes simples. Aérer, ouvrir les fenêtres 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, repasser un coup de peinture, d'accord, nettoyer les traces de moisissures, les taches noires. Et on pense aussi qu'on a le temps, en fait, d'agir. Aujourd'hui, si vous voulez, le passage d'un stade 1 avec quelques petits signes visibles à un stade critique, sans solution, cette durée, elle est totalement méconnue, en fait. On ne sait pas. Pour vous donner un autre exemple, imaginez que demain, Sylvain, vous cherchez un hôtel sur Paris et vous repérez des avis Google négatifs avec des problématiques de moisissure. Vous iriez dans cet hôtel ? Non. Mais voilà. Comme pour les restos, comme pour les voyages, enfin... Exactement. Donc ça, c'est des risques qui sont indirects. Et on connaît effectivement l'aspect destructeur d'un incendie. Voilà, des risques que ça a et de la prévention qu'on en fait. Aujourd'hui, on a les mêmes problématiques et les mêmes risques sur l'humidité, sauf que comme c'est beaucoup plus lent et long, en fait, c'est moins évident à créer un lien de cause à effet, quoi. Alors justement, je voudrais qu'on continue sur la question, sur notamment l'expertise. En quoi une analyse professionnelle permet d'éviter les erreurs diagnostiques qui sont coûteuses, faut le rappeler ça, et contre-productives. Parce que dans ce que vous dites, il y a deux notions. Vous êtes d'accord, Manuel, qu'il y a un impact sur la santé, et là, il n'y a pas de débat. Tout à fait. Mais ça coûte également un bras. C'est-à-dire qu'on peut éviter et l'un et l'autre. Tout à l'heure, on parlait dans le premier plateau de pédagogie. Aujourd'hui, il n'y a pas dans les cursus professionnels, que ce soit du bâtiment ou de l'immobilier, il n'y a pas de formation poussée sur les pathologies liées à l'humidité structurelle ou la qualité de l'air. Nous, par exemple, chez Murprotec, on a créé la Murprotec Academy, où on forme justement en interne nos experts qui sont sur le terrain pour faire des diagnostics sur ces pathologies liées à l'humidité et la qualité de l'air. Pour faire le lien un petit peu avec la santé, je dirais que quand vous avez une tache sur un bras, vous allez voir votre médecin traitant qui va vous donner une ordonnance pour aller voir un spécialiste pour faire des examens complémentaires. Et le but, ça va être de trouver la cause et que vous ayez justement le bon diagnostic et le bon médicament. Dans l'humidité, c'est pareil en fait. Il faut absolument qu'on ait un diagnostic humidité complet du bâti, que ce soit structurel ou sur la qualité de l'air, pour avoir le bon médicament par rapport à la bonne maladie. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça nous permet de mettre le débat, vous savez, sur les échanges, parce que les experts de votre nature sont nécessaires dans cet équilibre. Olivier Cotteret, chez Foncia, comment vous traitez les signalements d'humidité, aussi bien en gestion locative, c'est-à-dire l'administration de biens, qu'en copropriété où vous êtes leader en France?
Tout à fait. Et donc, avec nos 70 000 syndicats de copropriété à l'échelle de la France, nous estimons que nous avons une grande responsabilité dans cette prévention de l'humidité, de la qualité de l'habitat en France. Et d'abord, nous essayons de former au mieux toutes nos équipes ADB, que ce soit les équipes syndic et les équipes gestion locative. Nous les formons de manière interne et éveillons justement les équipes à cette importance, notamment, on l'a dit tout à l'heure, de l'hygrométrie en milieu habité, puisque les bâtiments, ils vivent, ils ont beaucoup d'activités humaines à l'intérieur. Ça va produire nécessairement une hygrométrie importante, et c'est en connaissant tous ces paramètres que l'on va pouvoir décider des politiques d'entretien du bâtiment, puisque l'arsenal législatif, il existe. Vous avez dans la loi de 65, par exemple, en copropriété, l'article 14 qui définit que le syndicat doit obligatoirement entretenir ses parties communes. Ça veut dire que le syndic, bras exécutif d'une copropriété ou le gestionnaire patrimonial, doit assurer une gestion en bon père de famille et mettre en place tout l'entretien courant des bâtiments, donc dans lequel vous avez forcément un aspect prévention et entretien de tous les réseaux, notamment d'évacuation. On les oublie souvent, par exemple, les réseaux d'évacuation dans le bâtiment, qui peuvent, effectivement, comme en parlait Murprotec, entraîner à terme des vraies remontées capillaires avec des phénomènes électrochimiques. Absolument. Et d'ailleurs, sur la chronique que nous avons dans Parlons IMO tous les samedis avec Murprotec et animé par Édouard David, on a eu un auditeur qui nous a écrit effectivement, puisque l'évacuation des eaux usées dans une déclivité d'un lotissement fait par des bailleurs sociaux, il était en bas de pente. Et en fait, au lieu de travailler le conduit d'évacuation de manière à ce qu'il s'évacue complètement, il stagne dans les 2 pavillons qui se trouvent au bas de cette pente. Vous imaginez le genre d'eau usée qui stagne. Résultat, la personne était en très bonne santé, c'était un routier. Et maintenant, il circule avec une bombe d'oxygène et il est invalide à 80%. Il ne peut plus vivre dans son logement. Donc, on comprend extrêmement bien ce que vous dites. Alors justement, est-ce qu'il faut intégrer, selon vous, Olivier Cotteret, un volet de prévention de l'humidité dans les états des lieux, par exemple, ou dans les contrôles, les visites de contrôle, ou même carrément dans le 3PT, vous savez, le plan annuel de travaux. Moi, ça me semble évident, mais votre avis de professionnel. Bien sûr, bien sûr. Il y a longtemps, d'ailleurs, même avant que l'arsenal législatif se déploie, les administrateurs de biens professionnels ont mis en place ce suivi régulier, cette proactivité en matière de détection des conséquences de l'humidité dans le bâti, qui sont très très importantes. Chez Foncia, on forme nos équipes à cela pour qu'on soit proactif et qu'on réagisse tout de suite, puisqu'on a la chance aujourd'hui, à notre époque, d'avoir des techniques formidables de recherche d'humidité. Il faut tout de suite envoyer les spécialistes. Je ne parle pas simplement du plombier lorsque c'est évident, mais de toutes les techniques poussées d'électroacoustique, de thermo-infrarouge, voire d'impédance électroacoustique. Alors, je voudrais juste bien qu'on comprenne bien pour ceux qui nous écoutent. Électroacoustique, infrarouge, illustration, exemple. Exemple, ça va permettre notamment de détecter de fausses infiltrations, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'importance de l'hygrométrie. Donc effectivement, vous avez nombre de signalements d'humidité dans les appartements, notamment parisiens ou Île-de-France, qui sont des fausses infiltrations et qui vont être uniquement générées par des condensations intérieures avec développement de moisissures. D'accord, puisque je comprends l'importance de la qualité de l'air est fondamentale. Et il y a très souvent des signalements de fausses humidités, fausses infiltrations, qui en fait ne sont liés qu'à le taux hygrométrique de l'air. C'est super, ce que vous dites. Non mais c'est super, j'ai tout compris, c'est extraordinaire. Ça m'arrive pas souvent. Il faut rajouter... Justement, comment on fait? Alors je voudrais juste, pour qu'on continue sur le truc, l'impact économique d'une politique préventive, à mon avis, quel serait l'impact selon vous à grande échelle? Économie pour les copropriétaires
et réduction des sinistres. Et je voudrais emboîter également, les copropriétés cherchent l'équilibre entre bonne gestion, c'est un vrai sujet en ce moment. Je parle notamment, vous savez, des copropriétés dégradées ou en péril carrément, qui sont en résultat négatif, voire pire, budget maîtrisé, entretien préventif, comment on leur parle d'anticipation, justement. Et c'est vraiment ça le là que je voudrais avoir comme analyse de votre part, c'est comment on fait pour leur parler aux copropriétaires, en fait, sans alourdir la charge, quoi, le prix. Tout à fait. Nous avons la chance d'avoir depuis peu un arsenal législatif et réglementaire qui est en place. C'est le fameux PPPT, 3PT, comme disent les professionnels, le projet de plan pluriannuel. En France, on adore ça. Plan pluriannuel. Projet de plan pluriannuel de travaux. Voilà. Le 3PT. Voilà. Qui est d'ailleurs obligatoire. Il faut rappeler que aujourd'hui, 2025, nous y sommes. Tous les syndicats de copropriété doivent avoir mis en place d'ici la fin de l'année leur 3PT. Y compris les tout petits syndics bénévoles, vous savez, de moins de 15 lots. Absolument. Tous. Absolument. À partir du moment où il y a une copro 2025, bénévole ou un syndic, obligation. 2025, tous les lots, tous les immeubles inférieurs à 50 lots. Alors, la seule exception concerne l'hypothèse où vous auriez effectivement un immeuble qui n'aurait pas de travaux à faire sur les 10 années qui suivent, et là, vous échapperiez à l'obligation de constituer le fameux fonds travaux. Bien sûr que c'est marginal. Ouais, c'est hyper marginal. C'est le 9 ? C'est le 9. Oui, exactement. Ouais, exactement. Voilà, en considérant qu'il a été bien construit suivant les normes les plus performantes en termes notamment d'hygrométrie. C'est très clair. Et alors, justement, je vais enchaîner avec vous, Jean-Frédéric Bailly, Qualitel. Alors, vous, ça vous parle, je vous voyais acquiescer. Environ 20% des Français interrogés dans une enquête que vous avez menée chez Qualitel se disent insatisfaits de la ventilation ou de l'aération de leur logement, avec en conséquence des problèmes d'humidité et de moisissure. C'est incroyable, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des points de convergence qui reviennent. Pourquoi alors, le chercheur que vous êtes également chez Qualitel, pourquoi se risque-t-il, Jean-Frédéric, est-il encore sous-évalué dans les stratégies des bailleurs dans les copropriétés ? C'est vraiment inexplicable. Oui, c'est vrai, hein, les chiffres de notre enquête, ils sont corroborés par d'autres chiffres qu'on peut lire régulièrement. Un logement sur 5 a des problèmes de ventilation. Tout à l'heure, on parlait, je crois, de 30 ou 37%. Peut-être à mettre aussi en relation avec un logement sur 3 qui est une passoire thermique. Alors, ce qu'il faut, c'est peut-être déjà, pour comprendre ces problèmes de compréhension, c'est juste rappeler les facteurs. Les facteurs de responsabilité. Ces facteurs de responsabilité, souvent, ils vont tourner autour d'un défaut de ventilation, une mauvaise isolation, des problèmes d'insuffisance d'ensoleillement, voire de chauffage, et puis il y a le comportement. D'insuffisance d'ensoleillement, je n'avais pas entendu ça. Et oui, le différentiel de température lié au problème d'humidité et de moisissure. Vous êtes dans un logement mal exposé. J'ai plus de risques. Non, mais je suis néophyte, donc j'ai plus de risques dans un appartement ou une maison mal orientée ou orientée nord. Ça va être une aggravation de facteurs. C'est un facteur qui peut aggraver. C'est ça. C'est un facteur qui peut aggraver. Pas du tout. Comme si vous pouviez, comme si vous aggravez avec un défaut de charge. Tout à fait. Intéressant. Donc il y a les comportements aussi, un facteur de responsabilité, et puis l'action de l'eau, soit par la sinistralité, les dégâts des eaux, soit aussi malheureusement. On va être plus dans les maisons, mais les inondations que les occupants pourraient subir. Donc aujourd'hui, c'est clair que les professionnels, cette dernière décennie, ou même ces 2 dernières décennies, ont été surtout focalisés sur la performance énergétique. On est d'accord. Donc performance versus coût énergétique. Oui, voilà. Amélioration effectivement de la structure financière de l'habitat, mais justement, je regardais dans vos guides, ce que vous publiez régulièrement vos notes, taux d'humidité dans un guide entre 30 et 70%, norme NF en ISO 7730. Moi, la question que je vous pose, c'est comment les professionnels ils vont vérifier
et maintenir ces niveaux dans les bâtiments. Parce que vous produisez, avec vos cerveaux, des super projets. Objectivement, ça suit derrière. Alors, justement, j'allais en venir à cette question-là qui est reliée à la première question que vous m'avez posée sur finalement donc cette maîtrise de la performance énergétique, de l'isolation, des ponts thermiques que les professionnels ont appris, on va dire, ces 2 dernières années. Mais il reste le sujet de la ventilation. Sujet de la ventilation qui est un sujet qui est difficile parce que c'est un sujet qui est transversal, qui est sur plusieurs corps d'État et finalement s'il est mal maîtrisé, on augmente les risques. Est-il mal maîtrisé, Jean-Frédéric, aujourd'hui? Non, parce que c'est pas une question piège, mais ce que je veux dire, c'est que je pose la question aux professionnels. Je pose la question à Olivier qui va me répondre. Je connais déjà sa réponse. On a l'impression qu'il y a c'est vrai, vous êtes d'accord, Manuel, une mauvaise maîtrise de l'activité ventilation. Parce qu'on réduit. Alors, je vais vous dire, je suis quasiment l'appartement témoin, puisque je l'ai testé dans ma maison, dans ma propre maison. Je ne savais pas. On m'a dit, où se trouve la VMC? J'ai dit, pas vraiment, mais comme ça, d'emblée, je dirais dans ma cuisine. Non. Dans ma salle de bain, oui, et dans les toilettes. C'est tout. Absolument. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel, je vous ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que je pourrais mettre de la VMC, tu sais, comme un néophyte, partout dans la maison? Et on m'a répondu, c'est évidemment ce qu'il faudrait faire. Alors moi, la question que je vous pose, Jean-Frédéric, c'est que moi qui suis depuis très longtemps dans ce métier, je le vois jamais, ça. Jamais. Est-ce que ça voudra dire, Jean-Frédéric Bailly, qu'on pourrait arriver à se dire que la norme ou l'obligation de construction ou l'effort de régénération urbaine passerait par la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée dans toutes les pièces de la maison ou de l'appartement? J'exagère peut-être un peu. Ouais, vous posez beaucoup de questions. Et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Que dans le questionnement, bien sûr. Non, mais c'est clair, le sujet de la ventilation, c'est un sujet difficile. Il est encadré depuis 1982 par un arrêté. Il y a beaucoup d'échanges et de débats autour de la révision de cet arrêté. On pourrait faire clairement mieux. Aujourd'hui, on peut dire que quand même, le parc qui est en train d'être construit est équipé à 99% de VMC. Alors il y a un petit peu de double flux. Donc on a appris à mettre cette VMC. Par contre, il y a la question de la rénovation. On sait que quand on fait des rénovations énergétiques, on bouleverse la manière dont le bâtiment est ventilé. Donc il faut se poser la question de la mise en place d'une ventilation mécanique, c'est clair. C'est pas toujours facile, et si on peut pas le faire, il faut vraiment se poser les bonnes questions de comment l'air va circuler dans le bâtiment. Et puis après il y a le sujet de la performance de cette ventilation. Il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle soit bien entretenue. On sait que dans les usages, les gens globalement ils savent pas bien comment fonctionne cette ventilation. Ils vont ressentir de l'inconfort, soit de l'inconfort acoustique, soit des courants d'air, et donc ils vont commencer à boucher les entrées d'air, boucher les bouches d'extraction. Ça paraît hallucinant ce que vous dites. La circulation d'air sous les portes, on sait que il faut détalonner. Mais oui, mais personne ne le fait. Mais voilà, on met tous des boudins sous les portes et on empêche l'air de circuler. Mais à qui on peut expliquer ça, quoi? Voilà. Et puis quand vous faites des rénovations de sol, vous êtes content, vous allez, je sais pas, acheter une moquette, vous mettez votre moquette. Qui va redétalonner sa porte pour laisser l'air circuler dans la chambre, par exemple? Je vous dis tout de suite, personne. Parce que en fait, c'est un problème. Il y a un vrai. Vous savez, ce qui me vient à l'esprit quand je vois tout ça, moi je vois un problème de pédagogie absolument incroyable. Je voudrais juste qu'on note bien tous les travaux que vous faites justement chez Qualitel. Le baromètre Qualitel 2025 montre une population de plus en plus préoccupée par les aléas climatiques.
Ça, c'est clair. C'est même significatif si on compare aux travaux précédents de votre association, notamment les types de vagues de chaleur. C'est un peu le changement dans le baromètre Qualitel quand on compare sur les dernières années ce que vous avez produit. L'inconfort d'été commence à devenir quelque chose de préoccupant. Comment vous reliez, et c'est une question que je voudrais bien dont on fasse le tour, comment on relie cette vulnérabilité, on peut le dire, climatique, ou ce changement climatique, à l'importance d'intégrer le confort hygrothermique, on ça se dit comme ça, Olivier ? Très bien. Hygrothermique d'été dans la gestion immobilière. Réflexion, Jean-Frédéric Bailly, ensuite la parole circule. Oui, l'inconfort en cas de forte chaleur, le risque, c'est quand même d'être impropre à l'usage. Et en fait, l'air intérieur, quelque part, c'est le reflet aussi de l'air extérieur. Donc, on va avoir des conditions très sèches en cas de forte chaleur. Donc, on va être sous les seuils recommandés qui sont 30% d'humidité, 40% d'humidité, on va dire, quand on est vraiment on commence à être dans le confort. Et puis, versus quand l'air est très humide, parce qu'il ne faut pas oublier que on commence à avoir des épisodes un peu tropicaux en métropole. Et là, on va dépasser les 60-70% d'humidité. Et donc, on va retrouver cet air dans les logements avec des phénomènes nouveaux qui vont apparaître. Des phénomènes nouveaux, alors liés... Par exemple par exemple, vous climatisez, le différentiel de température, qui peut aussi être donc en été, on va avoir une apparition de moisissures. Donc ça, c'est des phénomènes nouveaux liés à ce différentiel de température entre la température intérieure et la température extérieure. Donc oui, il y a un sujet qui arrive. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans des climats, on va dire encore relativement tempérés. Relativement tempérés, mais qu'est-ce qui se passera dans 20 ans, 30 ans et là-dessus, on peut apprendre de nos amis de l'outre-mer. C'est clair. C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, il y a eu des expériences sur la circulation de l'air dans la vision architecturale, justement, sans forcément nécessiter d'intervention structurelle électrique ou autre, simplement une façon de disposer et de faire circuler l'air. Réflexion, justement, votre analyse à vous, le professionnel que vous êtes, Olivier Cotteret. Je pense que, comme vous le savez, Foncia essaye de promouvoir de manière importante la rénovation énergétique des bâtiments, la rénovation énergétique globale des bâtiments et une rénovation de qualité, puisqu'on a signé un accord Green Deal avec le ministère du Logement, et on essaye nous essayons de nous entourer des professionnels aguerris avec un certain nombre de labels de qualité importants pour s'entourer aussi de rénovation de qualité, et la ventilation. Le lot ventilation, j'insiste, doit absolument être traité de manière très méticuleuse, et notamment l'hygrométrie à l'intérieur des logements doit effectivement... Donc vous êtes d'ailleurs favorable, nous sommes d'accord, et je crois qu'avec Jean-Frédéric vous êtes d'accord également, je pense, à le mettre dans le cadre du 3PT, absolument. Et également d'avoir, j'allais dire, le département ou la verticale humidité, si je peux m'exprimer ainsi, intégré notamment dans... pas que le DPE, mais la vision de l'audit énergétique, voire ce qu'on appelle le DTG, le diagnostic technique global. Vous y êtes favorable, Jean-Frédéric ? Oui, ce serait une bonne chose. Comment on peut industrialiser... En fait, ma question pourrait être plus simple. Comment on pourrait, pour qu'il y ait une adoption globale, c'est ce que vous faites d'ailleurs vous, Olivier, puisque je sais que vous collaborez de plus en plus, et je pense que vous allez accélérer le mouvement également avec... Murprotec, entre autres, bien évidemment, mais également sur, justement, le fait de dire, Jean-Frédéric, comment on fait pour créer un cadre dans lequel il y a de l'adoption. Je vous donne juste une comparaison, et vous le savez, quand la loi est venue rendre opposable le DPE, il a fait ça en montée, en développement. Parce qu'il devenait un instrument capital de la gestion de l'actif. Pas uniquement dans l'acte de vente, mais également dans l'approche tangible de la valeur du bien. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, alors c'est sûr qu'il y a des mécanismes activateurs pour faire changer les pratiques. La réglementation. Pour que ce soit automatique. Bien sûr, en fait partie. Bon, après, il y a des démarches volontaires dans le cadre des certifications que l'on développe au sein du groupe Qualitel, notamment la norme NF Habitat. La certification NF Habitat peut être un mécanisme activateur, et on s'est emparé depuis plus d'une dizaine d'années du sujet de la qualité de l'air, de la bonne ventilation. Juste une anecdote, on n'a pas attendu la RE 2020 pour rendre obligatoire les contrôles sur les systèmes de ventilation, qui sont aujourd'hui obligatoires avec la réglementation environnementale. On l'avait intégré bien avant. Du temps de la IRT 2012. Voilà. Donc il y a des éléments activateurs avant d'arriver à une réglementation stricte pour les professionnels. Olivier Cotteret, je pense qu'il faut... Comment on fait pour adopter, pour faire large ? Pour faire large, il faut développer certainement la formation des professionnels de l'immobilier sur le sujet, qui est encore faible, et nous, on s'y emploie vis-à-vis de toutes nos équipes internes foncières, administration de biens. Développer cette connaissance technique de l'importance... Acculturer, sensibiliser... Tout à fait. Voilà. Sensibiliser nos clients. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'on a fait un petit guide de la rénovation énergétique du bâtiment à destination de nos clients, qu'on développe et qu'on envoie systématiquement à nos nouveaux clients, notamment, pour leur dire, attention, c'est très important d'avoir une vision patrimoniale de votre bien et de l'entretenir, et à long terme, de ne pas avoir des visions comme ça, patrimoniales à court terme. Et le troisième point, ce sera l'importance, mais tout existe, l'arsenal réglementaire existe. Vous avez le carnet d'entretien des copropriétés qui est obligatoire. S'il est bien rempli, s'il est bien suivi, si tous les contrôles obligatoires sont bien suivis, notamment, je pense, comme en matière de sécurité des portes automatiques de parking, des contrôles techniques quinquennaux d'ascenseurs, mais toute la réglementation est là pour nous permettre de faire d'une bonne prévention et un bon entretien des copropriétés et des logements. Merci Olivier pour ces précisions, puisque vous vous doutez bien que pour pouvoir industrialiser, le terme n'est pas approprié, mais pour pouvoir faire adopter le principe de prévention de l'humidité, il faut l'intégrer dans la routine, entre guillemets, de gestion de l'exploitation des bâtiments, que ce soit pour les administrateurs de biens, mais également pour les syndics de copropriété. Manuel Wojciechowski, je voudrais qu'on fasse une conclusion ensemble et qu'on fasse passer les bons messages. On a mis très largement dans cette émission vraiment de très bonne qualité le sujet majeur. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant qu'enseignant, et quels sont les bons gestes à adopter ? Ce qu'il faut, c'est déjà sortir de la croyance du fait que 90% des problématiques d'humidité se règlent par des gestes simples. Nous, sur le terrain, on rencontre régulièrement des gens qui passent plusieurs années avec les problématiques, qui grandissent, d'accord ? Ils testent plusieurs solutions dans la ventilation. Et le problème, c'est que c'est parfois des problématiques d'humidité structurelle, des remontées capillaires, des infiltrations. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la ventilation. Mais ce qu'il faut impérativement, c'est mesurer régulièrement les risques structurels au niveau de l'humidité. Parce que vous pouvez avoir la meilleure ventilation du monde, Sylvain, si la problématique, elle vient du mur, ça ne réglera jamais le problème. Même au contraire, ça pourrait le cacher et donc aggraver la situation. Sur les 5000 chantiers qu'on réalise chaque année en France, on a 75% de ces chantiers qui sont sur des problèmes structurels. Donc la ventilation, c'est bien, effectivement, il faut y penser, c'est très important. On l'a dit, on le redit. Mais il faut faire attention justement à ces risques structurels. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas penser que les problèmes d'humidité touchent uniquement les logements précaires et les personnes en situation de précarité, ce qu'on appelle un peu les logements insalubres. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Voilà. Oui, le bon signe, effectivement, ça serait le zéro signe. C'est-à-dire que si je peux m'exprimer ainsi, c'est que à partir du moment où vous avez une première atteinte, un peu comme une maladie d'ailleurs, vous savez, tout le monde a peur des toubibs, tout le monde a peur, c'est vrai, d'aller... Et souvent, on est dans le déni. Eh bien, il en va de même pour la maison, et je trouve ça d'ailleurs extrêmement ingénieux que vous ayez créé ce maison scène, justement, autour de ce concept. Un immense merci, Manuel Wojciechowski. Je rappelle que vous êtes responsable chez Murprotec Academy, vous enseignez justement les bons gestes à l'ensemble des professionnels. Un immense merci, Olivier Cotteret. Avec plaisir. Pour revenir souvent, hein, on aime beaucoup
votre style et votre approche métier. C'est normal, c'est l'expérience qui parle. Vous êtes expert métier, copropriété, chez Foncier. Un immense merci à vous, Jean-Frédéric Vailly. C'est important d'avoir justement les chercheurs, ceux qui réfléchissent, qui élaborent justement et qui permettent aujourd'hui d'aller dans les meilleures pratiques. Vous êtes directeur expertise et recherche chez Qualitel, qu'on peut d'ailleurs consulter sur Internet avec les baromètres que vous fournissez, qui donnent également des données extrêmement précieuses justement pour adopter les bonnes pratiques. On va se retrouver dans quelques instants pour une toute et dernière séquence, c'est l'usage dans notre édition du magazine Maison Saine avec Gary Ordener pour faire en quelques minutes une conclusion avec vous. Je voulais juste vous indiquer, les amis, que n'oubliez pas, le podcast est bien sûr à télécharger sur l'ensemble des plateformes. On va se retrouver dans quelques instants. Eh bien les amis, il est l'heure de conclure ce magazine 4e édition Maison Saine. Vous l'avez vu, la promesse éditoriale est tenue. On vous donne les informations qui conviennent. Et justement, notre postulat de base, c'est de vulgariser un maximum pour vous donner les clés de compréhension. Et je voudrais que vraiment merci à tous nos invités pour cette émission qui est dense, qui est riche, et je crois qu'on peut le dire, même salutaire. On a entendu que l'humidité, ce n'est pas un problème esthétique ou un simple inconfort, c'est un risque financier, c'est un risque juridique, patrimonial, réputationnel, mais aussi sanitaire, bien évidemment, avec des connaissances directes, des conséquences directes sur la qualité de l'air et la santé des occupants. Pour conclure avec vous, Gary Ordener, merci en tout cas de nous laisser l'occasion de nous exprimer sur le sujet. Vous êtes directeur général de Murprotec France et Suisse. Gary, après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est la prévention de l'humidité qui semble devoir devenir un réflexe exactement comme la prévention incendie. Je prends le coup. Pourquoi, selon vous, on n'y est pas encore? Et pour paraphraser ce qu'on a dit tout à l'heure avec les messages qu'on va faire passer, qu'est-ce qui bloque? Alors, en fait, on l'a dit tout le long de l'émission, c'est que le vrai problème, c'est que l'humidité, c'est encore trop souvent perçu comme un petit désordre esthétique. Alors qu'on a vu tout le long de l'émission, tous les participants l'ont dit, ça va bien au-delà de ça, c'est un vrai danger pour le bâtiment, pour la santé, pour la valeur du patrimoine, mais également, d'accord, pour la réputation des propriétaires. En fait, on s'aperçoit également que la prévention, en fait, finalement, elle ne s'active que lorsqu'on perçoit le risque. Vous savez, il y a un humoriste qui a dit, c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Et bien là, c'est un peu ça aussi, d'accord? C'est qu'on attend vraiment d'être face à une difficulté pour dire, qu'est-ce qu'on fait? Tant que l'humidité sera considérée comme un détail, eh ben, on ne réglera pas les problèmes à temps. Donc il faut vraiment prendre ça. On l'a dit, j'ai bien aimé également le mot du professeur Guillaume qui dit faut pas faire de la prévention, mais la préventif. Voilà, je pense qu'il faut être pas dans la réaction, mais dans la prévention. Pour moi, c'est le mot qu'il faut qu'on retienne. Anticiper, c'est un vrai sujet. On a vu passer d'ailleurs dans cette émission, Gary, des mots très forts. On a sécurité des occupants, santé respiratoire avec le docteur Le Guillou qui nous en parlait, le maintien de la valeur du patrimoine qui est important pour les Français, la continuité également de l'exploitation, la conformité réglementaire. Finalement, Gary, si on devait résumer en une phrase, pourquoi la prévention de l'humidité doit-elle devenir un réflexe national? Parce qu'il faut considérer que l'humidité, c'est comme une fissure dans un barrage. Si on l'ignore, ça devient un risque majeur. Et on a des risques, on l'a vu, très importants pour le bâtiment. Ça peut causer des morts. On peut être dans la une des journaux. C'est une vraie problématique. Il faut absolument qu'on ait le réflexe prévention. Je vais vous donner un exemple pour finir, Sylvain. On a tous vécu parfois, d'accord, dans des villes, dans un quartier où il y a un carrefour où tout le monde dit c'est dangereux. C'est dangereux, tu verras un jour il va se passer quelque chose. On le sait nous, les voisins, la mairie, la police, tout le monde sait que c'est dangereux. Et un jour malheureusement, il se passe quelque chose. Et là il y a un drame. Et là dès qu'il y a ce drame, il y a la mort, d'accord, il y a un drame. Et là, on se réunit tous et on se dit d'accord. Il faut qu'on fasse quelque chose. On met un rond-point, on met une chicane, on met des feux, on met un dos d'âne. On réagit. Et vous savez, Sylvain, c'est quoi la différence? La vraie différence, c'est que si ce gamin, d'accord, qui est décédé, si c'est le vôtre, d'un coup, ça change tout, la prise de conscience. Les autres vont se dire, ouais, mais on savait que c'était dangereux. Ouais, mais là, moi, j'ai perdu mon fils. Et dans l'émission ici, vous avez reçu, d'accord, Marine Leblond. Oui, absolument. Vous vous rappelez? Qui, elle, à 2 heures... Un moment d'une émotion incroyable. À 2 heures près, elle n'aurait pas été là pour témoigner. Ouais. Elle a eu un problème d'aspergillose, de moisissure, qui lui a... j'ai un peu d'émotion, qui lui a rendu vraiment, d'accord, l'obligation d'avoir une greffe de poumon, et à 2 heures près, elle n'était plus là. Eh ben moi, je vais reprendre l'expression de Pascal Brunon, qui dit « Gary, il faut qu'on fasse notre colibri.
C'est-à-dire que si on peut amener une goutte d'eau, si une personne a écouté cette émission et qui se dit cet après-midi, je vais, plus laisser ma fille dans cette chambre, moi je pense que j'aurais participé à ma goutte d'eau et on aura laissé quelqu'un pas sans savoir. C'est pour moi le plus important. Merci infiniment, Gary. Je reconnais bien là la philosophie de Pascal Brunon qui, effectivement, outre le sens de la formule, a un sens aigu de l'engagement citoyen. Et il y a quelque chose de presque philosophique dans tout cela. Parce que, vous vous rappelez, quand on a eu Marine Leblond, il n'y avait qu'une chose qui s'imposait après son témoignage, c'est le silence. Le silence. Et parce que c'est incroyable. Mais par contre, il faut rappeler, et là on peut s'énerver un peu, que sa maladie, le lien de causalité, c'est un mur mal entretenu dans lequel le lit était posé et pendant des années, elle a respiré un gaz qui pourrait être mortel et l'aspergillose a créé un choc septique dans ses poumons puisqu'elle avait certainement une faiblesse respiratoire qui ont nécrosé ses tissus respiratoires qui l'ont obligé à aller vers une transplantation. Et une transplantation des poumons, ça se fait pas tous les jours. Et effectivement, elle avait passé 3 semaines en attente d'un greffon. Et à l'extrême limite, on aurait presque cru que c'était un film. Elle n'était tout simplement plus là. Voilà, on pense beaucoup à elle, puisqu'elle a même créé une association, Combat pour Marine, justement pour y arriver. Un immense merci, enfin, aux équipes qui ont produit cette émission, parce que ce qui ressort clairement, c'est qu'on est en train de changer d'époque. Qu'on passe effectivement, on est en train de passer de l'humidité, problème invisible, qu'on traite trop tard, à un enjeu prioritaire de santé publique, de gestion immobilière et de responsabilité professionnelle, les amis. Et vous l'avez dit, Gary, la prévention n'est pas un coût, mais c'est un investissement qui évite des travaux lourds. Je voudrais qu'on martèle cette idée, qui évite les litiges et qui évite des dégradations accélérées. Un investissement qui protège également les familles, les salariés, les usagers, mais également la sauvegarde du patrimoine bâti, puisque c'est là que se fonde l'histoire des sociétés. Encore merci à tous nos intervenants. Merci Gary d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci aux techniciens Baptiste, Jason. Merci à notre super producteur Grégoire Darico. Et surtout un immense merci à notre Eric Cala national qui a organisé également l'émission. Merci aux équipes de Murprotec. Merci à Pascal Brunon, Édouard David, Sullivan Pernet, toutes les équipes de Murprotec. À vous, Gary Ordener, également à Manuel Wojciechowski, votre super enseignant sur la Murprotec Academy. On va se retrouver bientôt pour un nouveau numéro de Maison Scène. Et je vous donne rendez-vous également le 8, ce sera le 8 décembre au Carrousel du Louvre. Nous serons avec vous, Murprotec, pour le congrès FNIM IMO, le congrès qui aura lieu du 8 au 9 décembre. Je vous donne également rendez-vous au CIMI du 10 au 12 décembre, porte de Versailles, où on parlera bien sûr des problématiques d'humidité. Maison Scène, c'est terminé. On se retrouve très vite. D'ici là, faites attention à l'humidité et prenez soin de vous. Maison Scène, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.